vais commencer par vous remercier de votre présence devant cette commission d'enquête sur le narcotrafic. Nous allons, avec Étienne Blanc, rapporteur, et mes collègues sénateurs et sénatrices présents, vous auditionner pour essayer de comprendre un peu les sujets qui traînent de l'aide aux consommateurs de stupéfiants. C'est un sujet qu'on a peu abordé jusque-là. Je commence par une obligation formelle, c'est celle de la prestation de serment, parce que je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vais vous inviter, chacun d'entre vous, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Vous pouvez le faire tous en même temps. Merci beaucoup. On vous propose un échange fondé sur une première intervention liminaire et ensuite questions-réponses. On vous laisse vous organiser. Qui veut? Ça, comme ça, j'imagine. Voilà. Merci de nous recevoir. Vous l'avez dit, donc c'est peut-être la première fois que vous allez parler avec des gens qui accompagnent des personnes confrontées à des addictions. Moi, je voulais commencer. Donc, je suis Benjamin Tumenaré, je suis responsable plaidoyer de la Fédération Addiction. Je voulais d'abord avoir quelques mots de manière très générale sur ce que sont les drogues et les addictions, parce que ça me semble important de poser ce débat-là d'abord. En vous rappelant que de très nombreux Français sont consommateurs de drogue, et ce depuis toujours. Selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, 47 millions de Français ont expérimenté l'alcool, qui est une drogue licite, mais une drogue quand même. 43 millions en ont bu dans l'année, 2,1 millions ont expérimenté la cocaïne, 600 000 en sont consommateurs réguliers, un demi-million de Français ont expérimenté l'héroïne. Je veux aussi rappeler qu'il est important de distinguer consommation et addiction, et ce pour toutes les drogues, qu'elles soient licites ou illicites. Beaucoup de personnes expérimentent des drogues, puis arrêtent, ou continuent avec une consommation maîtrisée. C'est même le cas de la majorité des personnes qui consomment des drogues, même pour les drogues dites dures. Certaines personnes, par contre, vont développer une addiction et ont besoin d'aide. C'est là que des dispositifs de soins sont essentiels. Donc en ce qui nous concerne, j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui au nom de la Fédération Addiction, qui est le principal réseau de structures et de professionnels de l'addictologie en France. Nous regroupons 850 établissements et services de santé, 80% du secteur médico-social en addictologie, c'est-à-dire principalement des XAPA, des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addicto. Ce sont des lieux où toute personne, consommatrice ou son entourage, peut bénéficier d'une prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Certains XAPA animent des consultations jeunes consommateurs qui sont dédiées aux jeunes de moins de 25 ans et leur entourage. Certains portent des dispositifs de soins résidentiels avec un hébergement qui peut être de courte ou de longue durée. Il y a aussi des CARUD, donc ce sont des centres d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, qui s'adressent plutôt à des personnes pas forcément engagées dans une démarche de soins et qui sont exposées à des risques majeurs en raison de leur consommation, des accidents, des infections, notamment hépatite C, VIH, etc., avec une attention particulière pour les usagers les plus marginalisés. Il y a d'autres dispositifs qui existent, comme les haltes soins addiction, et nous comptons aussi parmi nos adhérents des services sanitaires, notamment des équipes de liaison hospitalière, et des adhérents individuels qui sont tous professionnels, personnels de santé, infirmiers, médecins, dont certains exercent en libéral, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc. À la Fédération Addiction, nous nous intéressons à l'ensemble des conduites addictives, qu'il s'agisse de produits licites ou illicites, mais aussi des addictions sans substance, les jeux d'argent et de hasard notamment. On travaille à développer des réponses adaptées aux usages de drogue qui placent les personnes au centre. Et les consommateurs de drogue, justement, je tiens à dire qu'on ne parle pas à leur place. Il y en a qui s'organisent en collectif ou en association. Peut-être qu'il serait intéressant pour vous également de dialoguer avec eux. Vous comprenez, je pose tout ça parce que pour dire qu'on n'est pas des spécialistes du narcotrafic, très clairement, ni des questions de sécurité. Mais les personnes que nous accompagnons sont des consommateurs et des consommatrices de drogue et leur entourage. Et les politiques pénales en matière de stupéfiants ont un impact direct sur leur vie. La politique en matière de stupéfiants en France, elle se caractérise par un focus sur la répression des trafics, évidemment, c'est l'objet de votre commission, mais aussi et surtout des usages. L'article L 3421-1 du Code de la santé publique prévoit une peine d'1 an de prison et 3 750 € d'amende pour la simple consommation d'une substance classée comme stupéfiante. Alors depuis 2020, il peut être recouru à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle. Ça ne va pas sans poser de questions, peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. Mais je veux insister ici sur la pénalisation de la simple consommation. C'est un choix que la France a fait et qui n'est pas nécessairement celui de nos voisins. Le code pénal réprime la vente, l'échange, etc. de stupéfiants. L'article du code de la santé publique que je citais précédemment fait que si, par exemple, vous vous prenez seul dans la rue, que vous tombez sur un joint de cannabis par terre et que vous avez le malheur de le fumer, vous commettez un délit, alors même que, pourtant, a priori, s'il y a une seule victime de ça, c'est vous, il n'y a pas d'autres victimes. Donc je sais que l'objet de votre consommation est le narcotrafic.
mais les chiffres montrent que l'immense majorité de l'activité de répression en France ne vise pas le trafic, mais les simples consommations. Concrètement, 80% des interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants concernent l'usage simple et non le trafic. Ce sont les chiffres d'Ivana Bradovic qui ont été publiés en 2021 et cités par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le cannabis. Entre 2015 et 2018, le nombre d'infractions pour trafic a même diminué de 16,8%, alors que les constatations de simple usage ont progressé de 10,6%. Je ne peux pas mentionner ces chiffres sans souligner que l'application de la législation sur les stupéfiants en France est l'occasion de biais et de discriminations qui ne font pas honneur à la République. Les personnes en situation de grande précarité ont 3,3 fois plus de risques que la moyenne de faire de la prison ferme pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Les personnes mises en cause par la justice sur ces questions sont à 91% des hommes et 74% en moins de 30 ans. Ces chiffres ne reflètent ni la population générale, ni la démographie des consommateurs. Ils confirment ce que disent plusieurs études, à savoir que les interpellations et arrestations se focalisent de manière disproportionnée sur les jeunes hommes noirs et arabes. Par ailleurs, le risque de détention provisoire pour simple usage de drogue est 5 fois plus élevé pour les personnes étrangères. Je cite tous ces chiffres parce qu'ils ont des conséquences directes sur les personnes que nous accompagnons, nous, professionnels de l'addictologie. Et peut-être surtout celles que malheureusement nous n'accompagnons pas et qui en auraient besoin. Pour le dire plus explicitement, en rejetant les consommateurs de drogue aux marges de la loi, la France entrave leur accès aux services de santé. De nombreuses personnes qui rencontrent des problèmes dans leur consommation et souhaitent se faire aider par les professionnels de santé sont freinées dans leur démarche par la peur de la sanction et par la stigmatisation liée à l'interdit pénal. Pire, les personnes qui ont besoin de soins en urgence, et je pense notamment aux overdoses, sont trop souvent réticentes à appeler les secours, parfois avec des conséquences dramatiques. L'interdit pénal sur la simple consommation est un obstacle au déploiement des actions de terrain que nous essayons de mettre en place et qui serait susceptible de prévenir les consommations et d'en réduire les risques. Comment s'adresser aux personnes pratiquant quelque chose qui est censé être interdit? Trop souvent, les associations et les professionnels sont accusés d'inciter à la consommation et voient bloquer leur capacité à intervenir auprès des personnes qui en ont besoin. En parlant d'actions de prévention, j'attire votre attention sur le fait qu'elles sont chroniquement sous-financées en France et dispersées. Je vous parlais tout à l'heure d'EXAPA, donc le P dans EXAPA, ça veut dire prévention, c'est une action qui est prévue par la loi et qui est obligatoire. Pourtant, les EXAPA ne reçoivent pas de financement pérenne pour leurs actions de prévention, ça ne passe que par des appels à projets. Les consultations aux jeunes consommateurs sont en manque chronique de moyens. En moyenne, leurs ressources humaines se limitent à 0,9 équivalent de temps plein. Comment accueillir des jeunes qui se posent des questions sur leur consommation dans ces conditions? Alors, où va l'argent? Bien, dans la répression de l'usage, justement. Dans le budget 2023 de l'État, l'État a consacré 1,72 milliard d'euros à la répression des consommateurs de drogue. En 2018, les forces de l'ordre s'étaient vues attribuer 1,08 milliard. C'est une hausse de 91% en 6 ans. On arrive à un budget aussi important sur ce volet-là pour les forces de l'ordre que celui de la prévention routière. Cet argent pourrait être utilement réinvesti dans la prévention, la réduction des risques et pour permettre aux associations du secteur médico-social, qui souffrent par ailleurs d'une grave crise de recrutement, de mieux fonctionner. Ce que je veux souligner ici, c'est que tout l'argent qui est investi dans la répression des usages, concrètement, il est à perte. Contrairement à ce qui est souvent prétendu, les sanctions pénales pour usage de drogue sont inefficaces à diminuer les consommations. La France est en effet le premier pays d'Europe à consommer du cannabis. Près de la moitié des Français de 15 à 64 ans, 44,8% précisément, l'ont déjà expérimenté. Plus d'1 sur 5 en a même consommé dans les 12 derniers mois. C'est le deuxième chiffre le plus élevé d'Europe et c'est un chiffre qui est bien plus élevé que dans des pays que l'on pense plus permissifs. Cette tendance ne se limite pas au cannabis. La consommation de cocaïne connaît une progression continue en France. 6% des adultes français en avaient déjà expérimenté en 2017 contre 1,8% en 2000. La France fait partie des plus hauts consommateurs de cannabis en Europe et c'est également au-dessus de la moyenne pour la consommation de MDMA ecstasy. Après avoir brossé le portrait, la première recommandation que nous aimerons faire, c'est tout simplement changer la loi et supprimer les sanctions pénales pour simple usage de stupéfiants, pour les raisons de santé que j'évoquais, aussi pour désengorger les services de police et de justice. Vous travaillez sur la lutte contre le narcotrafic et pourtant l'immense majorité de la police et de la justice travaille, elle, sur l'usage, ce qui est peut-être une priorité à revoir. Et donc d'efficacité budgétaire, je l'ai dit, cette politique ne fait pas baisser les consommations. Si supprimer toutes les sanctions pour usage n'est pas possible, à minima, nous recommandons de créer une immunité pour les personnes qui appellent les secours pour elles-mêmes ou une autre personne en cas d'urgence, telle qu'une overdose. Des lois similaires existent au Canada et aux États-Unis, elles permettent de sauver des vies. Nous souhaitons réinvestir l'argent dans les services de campagne de prévention, de réduction des risques et de soins, notamment la prévention, la réduction des risques, ce sont des politiques qui marchent. On le sait, il y a des données là-dessus pour réduire les risques pour la santé, éventuellement la prévention, réduire à s'adresser aux jeunes pour retarder ou réduire les consommations. Nous souhaitons aussi créer un financement pérenne des actions de prévention des structures d'addictologie en les intégrant dans l'ONDAM, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Je le disais, ce n'est financé que par des appels à projets.
Et au final, nous recommandons aussi d'envisager la question de la création d'un marché légal et régulé de substances psychoactives, par exemple notamment du cannabis. Alors, il y a des expériences ultralibérales qui ont été menées aux États-Unis, vous le savez. Elles peuvent avoir des effets délétères sur la santé publique, mais nous constatons qu'une légalisation contrôlée, à l'image par exemple de ce qui se fait au Québec, qui a interdit la vente de cannabis aux mineurs, qui a créé un monopole d'État dont les bénéfices sont réinvestis dans la prévention et la recherche, crée des filières de produits sûrs pour les consommateurs, assèche les marchés illégaux et a même abouti à une diminution de la consommation chez les jeunes. Je vous en prie. Présentez-vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je suis Florian Guyot, le directeur général de l'association Aurore. Et je suis accompagné de Léon Gombroff, qui est le directeur au sein de l'association Aurore et référent métier sur les questions addiction. Je tiens à vous remercier pour votre invitation à cette commission d'enquête et surtout à vous remercier pour mettre en lumière la question du narcotrafic et la question des drogues en général, qui pose un véritable problème de sécurité publique et de santé publique. Depuis 150 ans, l'association Aurore accueille et accompagne des personnes vulnérables vers leur autonomie. Historiquement, elle accompagnait des sortants de prison et aujourd'hui, elle agit selon 3 grands métiers, l'hébergement, le soin, dont les addictions, et l'insertion professionnelle. Nous comptons près de 2800 collaborateurs. En matière d'addiction, l'association intervient essentiellement auprès de personnes précaires sur l'ensemble de leur parcours. D'abord dans la rue, avec des maraudes, des équipes mobiles qui vont à la rencontre des consommateurs pour leur proposer un accompagnement, mais aussi en matière de prévention, de soins et d'accompagnement dans des CARUD ou des XAPA, acronyme que Benjamin a fort bien expliqué, et des dispositifs aussi d'hébergement spécialisés pour lutter contre la précarité des consommateurs de drogue. Et enfin, l'association intervient auprès de personnes qui souhaitent quitter l'usage de tout produit dans 2 communautés thérapeutiques, ainsi qu'un dispositif qui s'appelle la Maison de Kate, qui a été créé par Kate Berry à Bussy-le-Long et qui met en œuvre la méthode Minnesota en France, et donc pour des méthodes d'abstinence. Pour te donner une idée des files actives, à Paris, le CARUD Ego, que Léon dirige, accueille près de 4500 personnes par an. Notre XAPA, près de 800 personnes pour 46 000 consultations. Et le CARUD que nous opérons en Seine-Saint-Denis a lui aussi une file active de près de 850 personnes. L'association se situe principalement en Ile-de-France, mais nous accompagnons aussi des consommatrices et des consommateurs dans l'Aube, dans l'Aisne, en Loire-Atlantique ou en Dordogne. Et à Paris, Aurore est très mobilisée sur les scènes de consommation du nord-est parisien, en particulier où l'usage de crack par inhalation est extrêmement important. En la matière, nous gérons un espace de repos, Porte de la Chapelle, qui a vu passer près de 3600 personnes en 2023, et nous gérons 610 places d'hébergement pour consommateurs de crack dans un dispositif qui s'appelle Assor, sur lequel je reviendrai. La lutte contre les trafics, mesdames et messieurs les sénateurs, l'objet de votre enquête, c'est un enjeu majeur de politique publique, mais c'est aussi un objet particulièrement complexe que vous avez choisi. Je citerai 3 raisons à cela. La première, c'est la très grande disponibilité des produits et leur forte évolution. La cocaïne est aujourd'hui très accessible, très répandue dans toutes les classes sociales, dans tout le pays. Et d'ailleurs, la France ne fait pas exception à l'ensemble des pays de l'Europe en la matière. Le prix du gramme a baissé ces dernières années selon l'OFDT et cela se traduit par une augmentation de la consommation parmi tous les publics et en particulier les plus précaires qui la consomment souvent sous forme basée, qui s'appelle le crack, qui est facile à réaliser et moins cher. Cette tendance est très perceptible et visible dans l'espace public, pas seulement à Paris d'ailleurs. De nombreuses villes françaises sont concernées, à la fois des métropoles et à la fois des zones plus rurales. Parallèlement, la consommation d'héroïne, en tout cas dans les centres que nous gérons, a baissé sur ces dernières années et nous l'observons dans la plupart de nos services. Il faut cependant garder à l'esprit que l'offre est très changeante, très évolutive, ce qui rend la lutte contre les trafics probablement extrêmement difficile. Outre l'alcool, le cannabis, la cocaïne et l'héroïne qui sont très répandus, la consommation de médicaments détournés est en forte hausse et de nouveaux produits voient sans cesse le jour. Nous avons récemment dû gérer une sorte d'épidémie d'overdose, je dirais, en Seine-Saint-Denis, qui était due à des cannabinoïdes de synthèse, donc des substances fabriquées, et qui généraient des overdoses avec des souffrances extrêmement fortes chez les personnes qui l'avaient consommé en pensant acheter de l'héroïne. L'autre raison, la deuxième raison qui fait que la lutte contre le narcotrafic, l'objet de votre commission, est un sujet particulièrement complexe, c'est, je dirais, l'intrication des liens qui peut exister entre la vente, la consommation et la précarité. En tout cas, c'est ce que nous observons. Le commerce de la drogue, c'est le commerce de la souffrance. Notre expérience montre que la précarité est le principal facteur qui conduit à une addiction, car il faut voir l'usage d'un psychotrope comme une tentative d'oublier tout simplement les difficultés et les violences d'un parcours d'errance.
Dans nos centres de soins, dans nos communautés thérapeutiques, les personnes se livrent, les personnes expliquent leur parcours et nous les écoutons, c'est le métier de nos professionnels. Qu'est-ce qu'on y entend ? On y entend des abus sexuels, des incestes, des maltraitances physiques et psychologiques, des relations toxiques avec des parents, avec des proches, des traumatismes vécus dans des parcours de migration et à la rue en particulier pour les femmes. Tous ces psychotraumatismes sont à l'origine d'une extrême souffrance que la consommation de psychotropes en réalité vise à soulager pendant un instant, même si elle induit à la suite une dépendance. Très souvent, les consommateurs financent leur propre consommation en revendant une partie de leurs produits, en revendant leurs médicaments. C'est une économie d'échange de services à la frontière entre la consommation et le trafic, ce qui rend la lutte contre le narcotrafic particulièrement difficile parce que ces frontières sont floues. Ces frontières sont floues à tel point qu'il faut souligner aussi l'existence de réseaux de domination, où l'addiction sert à exercer une emprise, principalement sur des jeunes. Je pense ici notamment aux mineurs non accompagnés qui se retrouvent embarqués dans des réseaux de trafic, soit en devenant guetteurs ou revendeurs, soit aussi en commettant des larcins pour le compte de dealers, souvent après avoir été rendus dépendants à une substance et le dealer s'en sert pour mieux dominer le jeune. À ce sujet, nous avons pu collaborer avec les services de police grâce à la parole des jeunes qui se sont livrés à nos services et ça a pu contribuer à faire tomber un réseau de trafic d'êtres humains qui embrigadait des jeunes migrants et dont le procès s'est achevé en ce début d'année. Cette relation de domination, elle se trouve aussi dans les réseaux de prostitution. On a notamment ce qu'on appelle la pratique du michetonnage. L'usage de produits permet d'abord pour des jeunes filles d'oublier les violences qui leur sont faites, puis ça devient une nécessité, et souvent les jeunes filles sont utilisées pour transporter du produit, et lorsqu'un client est jugé suffisamment bon client au regard des dealers, la fille est offerte en cadeau lors de la livraison. Pardon, mesdames, messieurs les sénateurs, d'utiliser des images sordides, mais c'est la réalité auquel nos professionnels sont confrontés, et ça me semble être au cœur du sujet, c'est-à-dire que c'est un sujet de dignité humaine, de souffrance, c'est un sujet de maladie. Aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, votre commission vise à chercher des solutions pour lutter contre le trafic de drogue. Cela relève de la grande criminalité et soyez assurés que nous tenons à vos côtés sur ce sujet. Mais permettez-moi aussi d'ajouter que lorsque certains disent que quand il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de dealers, en fait, la réalité, c'est surtout que s'il y avait moins de souffrance, il y aurait moins de consommateurs. Et c'est parce que la lutte contre les drogues est avant tout une lutte contre la souffrance qu'il faut y rechercher des solutions médico-sociales en parallèle. C'est pas à la place, c'est pas à côté, c'est pas au-dessus ou en dessous, c'est en parallèle des questions sécuritaires. Les deux ne s'opposent pas, elles se complètent. Et d'ailleurs, nous collaborons avec les services de police, nous collaborons étroitement. Comme je l'ai dit, nous avons pu contribuer à faire tomber un réseau de trafic d'êtres humains et nous en sommes fiers. Nous travaillons aussi extrêmement bien avec le commissariat du 18e arrondissement, par exemple, pour revenir sur le nord-est parisien, avec lequel nous essayons à notre niveau, ensemble, avec la bonne volonté des uns et des autres, de concilier la lutte contre les trafics et l'accompagnement des consommateurs de crack. C'est possible de concilier les aspects sécuritaires et les aspects de santé publique. Mais il faut aller plus loin. Il est nécessaire de traiter cette question de la souffrance, de la maladie, de la dignité. Et c'est possible. Par exemple, le dispositif Assor dont je vous parlais, qui simplement héberge les consommateurs de crack. On leur met un toit sur la tête et simplement à travers cette réponse, qui est une réponse non pas sur l'addiction, mais qui est une réponse sur la précarité. Simplement en faisant cela, une étude menée avec les hospices civils de Lyon a montré que 80% diminuent sa consommation, 19% arrêtent sa consommation, simplement en ayant traité la question de la précarité. En clair, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de traitement de substitution efficace à la cocaïne, ce dont je suis sûr que votre commission a entendu parler, qu'il n'est pas possible d'accompagner les personnes. C'est possible de le faire, et ce qu'il est possible de faire, ce qui fonctionne, c'est tout simplement la création de liens de confiance avec des équipes pluridisciplinaires qui proposent des temps de pause sur les consommations, qui proposent de retrouver progressivement des plaisirs, des sensations en dehors du produit, et surtout de chercher à résoudre les problèmes sociaux des personnes en matière d'hébergement, de soins somatiques, psychiques, d'accès aux droits. Bref, de réhumaniser les personnes en établissant un dialogue, en réduisant la consommation compulsive et en cherchant des solutions à la précarité. Il est possible de construire un parcours pour les consommateurs jusqu'à parfois l'arrêt des consommations. Mais ça suppose de chercher à résoudre d'abord les problèmes qui ont conduit à l'addiction, d'abord les problèmes de précarité, et ça suppose que la personne soit volontaire, sinon la rechute n'est jamais très loin. C'est ce que nous faisons dans nos 3 centres qui pratiquent l'abstinence à partir de méthodes communautaires, où la cocaïne et le crack représentent d'ailleurs à peu près le quart des substances consommées à l'admission des personnes. Donc l'approche qui consiste à fonctionner sur le volontariat des personnes fonctionne et peut conduire à l'arrêt des consommations. L'approche contraire, qui consisterait à contraindre les personnes à s'arrêter,
Elle doit fonctionner le temps de la contrainte. Et le jour où la contrainte se lève, les problèmes à l'origine de l'addiction vont revenir et la rechute sera à 2 pas. Et c'est bien là tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver des solutions qui fonctionnent dans la durée. Et puis la troisième raison, et je serai court pour terminer, qui me fait dire que votre commission est particulièrement complexe mais essentielle, c'est finalement la grande incompréhension dans laquelle nous avons le sentiment d'être aujourd'hui, qui est le fait d'une grande déshumanisation des consommateurs. Cette déshumanisation, elle est visible dans l'espace public, elle engendre de la peur. Et la peur, elle engendre le rejet, et en particulier le rejet des approches médico-sociales. Benjamin l'a dit, parfois nous sommes accusés d'inciter à la consommation, c'est le contraire que nous faisons. Et la grande confusion des discours qui sont aujourd'hui répandus et qui véhiculent des solutions simplistes à un problème qui est pourtant complexe, conduisent à une grande confusion et conduisent à réfléchir à des solutions qui sont contradictoires. Il est contradictoire, en fait, de parler de prévention tout en maintenant un discours sur l'alcool qui est en fait un discours de promotion. Il existe des publicités gigantesques sur l'alcool, c'est un discours de promotion, ce n'est pas un discours de prévention. Il est aussi contradictoire de vouloir concilier la sécurité publique et la santé publique et pas traiter la question des consommations de rue, et en particulier des scènes de consommation à ciel ouvert, comme c'était le cas à la colline du Crac ou sur la scène de Forceval, porte de la Visette à Paris. Non seulement ces scènes entraînent une consommation compulsive, elles dégradent profondément l'état de santé des personnes au point qu'elles deviennent complètement déshumanisées, on les appelle parfois des zombies dans la presse, qu'elles accumulent des comorbidités psychiques voire psychiatriques, elles entraînent des troubles graves à l'ordre public, et les riverains ont raison de se plaindre des troubles graves qu'ils subissent. Mais malheureusement, la peur et le rejet qui est généré par l'image de ces personnes dans des consommations compulsives rendent en fait impossible la recherche de solutions qui pourtant existent dans de très nombreux pays, Benjamin l'a rappelé, et qui consistent à faire en sorte que si les personnes ne doivent pas consommer dehors, alors il faut qu'elles puissent consommer dedans. Il faut qu'on puisse leur donner des lieux pour consommer. Et cela peut se faire en reliant ces actions à des actions policières, des actions sanitaires, à travers des échanges, des formations, des coopérations avec les forces de police. C'est possible de le faire à l'échelle locale, ça doit être possible de le faire à plus grande échelle en dépassant les simples bonnes volontés. Enfin, il est contradictoire aussi d'opposer les approches de soins alors qu'elles constituent tout un parcours. La prévention commence avec de simples programmes d'échange de seringues, contrairement à ce que nous avons pu entendre dans la presse ces derniers jours. Ces programmes ont permis de sauver de nombreuses vies depuis les années SIDA jusqu'à aujourd'hui, et elle se poursuit par ce qu'on appelle la réduction des risques, qui consiste à éviter que l'état de la personne ne s'aggrave, à traiter ses problèmes de précarité, comme je le disais, et à susciter l'adhésion aux soins pour que la personne peut volontaire, et oui, ça peut prendre du temps, mais à la fin, ce temps est gagné sur le rétablissement de la personne. L'arrêt des consommations est possible, c'est un élément de ce parcours. Nous le mettons en œuvre, mais il est possible pas à n'importe quelle condition. Il ne peut pas se décréter si on veut autant que possible éviter la rechute. Il faut comprendre que la consommation extrême, le produit a pris toute la place. Il a pris la place de la famille, il a pris la place du travail, il a pris la place du quotidien. Et l'accompagnement que nous réalisons, c'est un accompagnement dans le temps long qui doit trouver qui permet aux personnes de retrouver une forme d'hygiène, une forme de vie dans un espace propre, de manger à sa faim, de simplement se respecter. Et c'est quand on a créé ce lien avec la personne qu'il est possible de prendre une distance avec le produit et qu'il est possible de proche en proche, en acceptant les rechutes, de créer un lien qui permet aux usagers de sortir de l'usage compulsif et de la répétition. Mesdames et messieurs les sénateurs, il y a des solutions à ce fléau que vous avez décidé de traiter. La drogue est un fléau qui se nourrit de la souffrance et de la précarité des personnes, tant dans les réseaux de trafic que dans l'addiction qu'elle génère. C'est une question de sécurité publique et de santé publique, et non pas ou de santé publique, mais c'est surtout une question de dignité humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de nous accueillir. Alors, je suis Auguste Charrier, le président de la Fédération Entraide Addicts. Nous, contrairement à mes voisins, strictement bénévoles. Si vous me le permettez, cet après-midi, je vais surtout parler de l'humain, de notre quotidien. Alors, notre fédération couvre 55 départements sur le territoire français, 4500 membres environ. Elle est structurée en régions, départements, et dans les départements, des structures locales, ce que j'appellerais des antennes, pour mailler le terrain. Cette structure est plus que centenaire, puisqu'elle a été fondée en 1910, qui s'appelait à l'origine la Croix d'Or, qui est devenue Entraide Addicts,
et depuis 2021, qui est devenu Alcool Assistance, pardon, et depuis 2021 Entraide Addict au regard des populations rencontrées. Vous comprendrez facilement que l'alcool devenant extrêmement restrictif, mais étant toujours présent, on a élargi un petit peu notre panel. Donc, étant bénévole, nous sommes les aidants accompagnants de nos structures sont des personnes qui sont en formation permanente, puisque vous venez de l'entendre, les produits évoluent à vitesse grand V, se diversifient et sont arrivés jusque dans nos campagnes profondes. Je suis du monde rural, je le revendique et je le reconnais. Donc, comment fonctionnons-nous? Strictement par l'aide et l'accompagnement des personnes en difficulté avec une addiction, ainsi que leurs familles. Une personne addicte, et mes amis l'ont très bien développé, hein, je ne vais pas y revenir, une personne addicte est une personne qui génère autour d'elle des souffrances sur 8 à 10 personnes. Imaginez le nombre d'addicts en France, plus avec X10, vous voyez le nombre de personnes que ça fait et de familles déstructurées. Donc nous sommes au plus près, c'est l'aide par les pairs, hein, tout simplement, parce que moi-même j'étais addict à l'alcool il y a très très longtemps, hein, issus principalement de l'addiction, tous, mais formés à aider. Nous nous occupons bien sûr des personnes addictes, mais aussi, je l'ai dit précédemment, de l'entourage adulte. Et ce qui est souvent le volet oublié, mais auquel j'attache beaucoup d'importance, les enfants. Un enfant qui vit dans une famille où l'addiction règne est un enfant qui souffre. C'est un enfant qui ne peut se confier à personne. Donc on a ouvert des espaces de parole spécifiques pour eux qui sont animés par des psychologues. Donc Entraide Addict, aujourd'hui, aide, accompagne, a en son sein des patients experts, a en son sein des gens qui sont... On n'est pas tous au même niveau dans nos formations, mais l'essentiel avant tout, c'est d'écouter celle et celui qui souffre, qu'il soit addicté, qu'il soit entourage. L'addiction n'arrive jamais dans un ciel tout bleu. Il y a une raison. Il y a souvent un soupçonné, souvent psychologique, qui vient de très loin, voire de la prime enfance. Mais le produit qui n'a pas été choisi, mais qui est arrivé dans la vie de la personne, est un produit qui, à l'origine, était plus un médicament qu'un poison. Malheureusement, l'addiction a fait qu'il devient poison. Mesdames et messieurs les sénateurs, notre souci aujourd'hui, nous bénévoles, c'est le corps médical. Je m'explique. Les centres d'alcoolologie, les XAPA, les structures professionnelles pouvant accueillir ces personnes en difficulté en complément du bénévolat sont en grande souffrance. Donc les pros, aussi dévoués soient-ils, ne peuvent pas pallier non plus à l'absence de leurs collègues. Donc on se trouve à un bouchon, à un moment donné, ça bouchonne. Et ces personnes qui sont en grande difficulté, lorsqu'elles choisissent de se soigner, c'est souvent, si on les écoute aujourd'hui pour demain, c'est impossible. C'est impossible. Alors ces gens-là, nous les avons avec nous, nous les accompagnons, nous faisons de notre mieux, les garder motivés, déterminés, toujours dans l'approche du soin extrêmement difficile. Donc voilà, aujourd'hui, moi je ne suis pas dans le produit, spécifiquement produit, j'en suis dans les conséquences du produit. Parce qu'aujourd'hui, les polyaddictés se multiplient.
On passe d'un produit à un autre en fonction de son aisance financière, en fonction du lieu où on se trouve. Enfin, on navigue toujours entre 2 ou 3 produits. Qui plus est, également l'addiction au comportement. Je pense aux troubles alimentaires, je pense à l'achat compulsif, je pense à tous ces dérèglements. Et ça, il faut les aider aussi. Donc voilà ce que vous pouvez vous dire en tant que bénévole, mais on a besoin des professionnels, on est tout proche d'eux parce qu'on ne peut pas faire sans, mais on a nos limites. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et on nous a révélé, en tout cas, ils s'en est démontré aujourd'hui, une baisse de la consommation chez les adolescents. Est-ce que vous pouvez confirmer ce constat? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en donner les causes, selon vous? Je peux faire un... Tu veux répondre, Benjamin? Je peux faire un... Je peux répondre très vite, effectivement, Voilà, merde, pardon. Effectivement, les chiffres de l'OFDT là-dessus confirment une baisse des consommations d'alcool, de tabac, de cannabis et d'autres produits chez les adolescents. C'est une étude qui est menée... et l'alcool aussi, tout à fait. Les causes, c'est un peu plus... peut-être moins clair. Il n'y a pas vraiment d'études sur les causes. Une des hypothèses alors c'est une étude qui s'appelle Escapade, que je vous invite à lire. Une des causes qui est soulevée serait, au niveau de l'alcool, la dénormalisation plus globale de l'alcool dans la société, et celle du tabac aussi, avec notamment le plan de lutte anti-tabac qui sont plutôt efficaces en France, pour le coup, avec l'augmentation du coût du tabac notamment. La baisse de la consommation de cannabis serait liée aussi à cette baisse de consommation du tabac, parce que les deux vont souvent ensemble. Pour le reste, c'est plutôt des hypothèses, je pense, sur les autres substances psychoactives. On pourrait supposer, par exemple, que les écrans jouent un rôle de compensation. Enfin, donc on passe, au lieu d'une consommation de substances qui est une consommation d'écran. Le fait, ça a été dit, que beaucoup de personnes sont confrontées dans leur vie, dans leur entourage, à des gens qui ont eu des problèmes de consommation et des dommages là-dessus. Ça peut aussi avoir un impact sur les consommations des jeunes. Et après, il y a aussi la réalité qu'on espère, en tout cas, c'est que les campagnes d'aller vers qui sont faites malgré un manque de moyens, mais qui existent néanmoins, ont des effets. Il y a des programmes aujourd'hui en milieu scolaire qui existent, alors pareil, qui sont plus du saupoudrage que quelque chose qui est systématisé, mais qui se base notamment sur les compétences psychosociales. C'est-à-dire que plutôt que d'aller voir les jeunes et leur dire consommer c'est mal, on va plutôt leur apprendre à avoir les ressources pour s'opposer à la pression sociale, par exemple, etc. On peut supposer que ça a aussi une incidence là-dessus. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'études sur les causes très, très concrètes. C'est des pistes qui sont faites. Moi, je voudrais simplement modérer légèrement le propos, c'est-à-dire que certes, il y a les études en population générale, et celles que vous avez lues et que Benjamin a soulignées montrent de manière incontestable que notamment l'alcool baisse, ainsi que les autres drogues, comme Benjamin l'a souligné. On voit quand même de nouveaux produits, le protoxyde d'azote notamment, les fameux ballons qui se voient parfois dans la rue et qui se répandent comme de la poudre, si j'ose dire, entre les jeunes. Mais surtout, bien faire au-delà du lien entre consommation et jeunes. J'ai tourné tout mon discours sur le lien entre consommation et précarité. Et chez les jeunes précaires que nous accompagnons, je ne suis pas sûr que si on centrait l'étude sur ce sujet-là, nous observerions les mêmes faits et les mêmes phénomènes. J'ai longuement parlé des jeunes migrants qui sont à la fois pris dans des réseaux de domination, des réseaux de trafic, mais aussi de tout simplement des jeunes précaires qui se retrouvent pour plein de raisons à devoir compenser des difficultés qu'ils vivent, ainsi que les réseaux de domination auprès de jeunes filles que j'ai expliquées. Donc certes, il y a les statistiques générales, mais nous trouverions hâtif de créer victoire sur le sujet, en tout cas si on fait un focus précarité. Dans la même enquête, on peut observer ça parce qu'il y a des grandes différences entre les statuts scolaires des jeunes inquiétés. Et si la distribution est notée, vous allez voir que les personnes plus déscolarisées consomment plus de drogue que ceux qui sont moins scolarisés. Donc il y a aussi cette différence qui est sociale et économique. Et si je peux me permettre un mot de complément là-dessus,
justement, on voit cette baisse-là, elle est plus forte justement chez les élèves scolarisés dans les lycées généraux que dans les jeunes déscolarisés ou les lycées techniques. Donc en fait, il y a une inégalité sociale dans les consommations qui s'accroît, c'est un problème. Et globalement, quand même, le niveau de consommation, même s'il est en baisse, il reste assez élevé comparé à nos voisins européens. Vous avez expliqué Encore une fois, moi, quand on regarde les chiffres et qu'on voit les pays voisins ou moins voisins, comme le Canada, qui n'interdisent pas forcément la consommation, voire qui ont légalisé le cannabis, les chiffres français montrent qu'avec une politique qui est vraiment centrée sur la répression de l'usage, on n'a pas une consommation de produits psychoactifs qui est beaucoup plus basse que nos voisins, et elle est voire même plus élevée. Donc j'ai tendance à penser que la peur de la sanction, enfin ce que disent d'ailleurs, y compris des organismes internationaux, la position des Nations Unies sur la question, elle est d'ailleurs assez claire, une position commune des organisations des Nations Unies, du haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies sur ces questions-là, qui disent que c'est un frein à l'accès à la santé. Et ce qu'on dit qu'en plus, en France, on constate que ce n'est pas une baisse de la consommation. Donc pour nous, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas là-dessus. Dans cette approche-là. En revanche, on sait qu'en termes de campagne de prévention, il y a une expertise collective de l'INSERM là-dessus, sur notamment les campagnes de prévention à destination des adolescents, qui dit que les campagnes de prévention qui ont un message qui est basé sur la peur, sur le fait si vous consommez, il va vous arriver des soucis de santé, etc., ont un impact qui est limité en termes de changement de comportement et limité dans le temps. En revanche, les campagnes de prévention qui sont vraiment sur l'information factuelle, vérifiable, vont avoir un meilleur impact, et celles qui ont en plus un aspect très motivationnel, c'est-à-dire avec des messages positifs sur les effets bénéfiques de moins consommer ou de pas consommer, sont beaucoup plus efficaces à modifier les comportements. On le voit par exemple sur le tabac, la campagne du mois sans tabac n'est pas une campagne qui dit c'est horrible, vous allez avoir un cancer, mais qui dit c'est super d'arrêter de fumer. Juste ce changement de paradigme-là fait que c'est beaucoup plus efficace en termes de changement de consommation. C'est pareil pour la campagne du Dry January sur l'alcool, alors qui n'est pas soutenue par l'État, mais qui marche sur le même principe, c'est-à-dire qu'on ne dit pas attention, vous allez avoir un cancer, un AVC, on dit c'est super de faire une pause d'alcool et de moins consommer, et vous verrez les effets bénéfiques. Et ça, on constate que ça marche beaucoup mieux que des campagnes basées sur la peur ou sur des injonctions. Codicile à la question du rapporteur, la prohibition, ça ne marche pas, notamment dans l'action aux soins, et ça génère des coûts répressifs, sécuritaires très importants. Mais à l'inverse, pour me faire l'avocat du diable, les expériences de dépénalisation, légalisation n'ont pas montré des baisses considérables de consommation non plus. Je vais me permettre d'y répondre par un léger contrepoint qui est, je suis désolé, je me répète beaucoup, le lien entre consommation et précarité. C'est-à-dire que si on revient à la cause, si on revient aux facteurs qui déclenchent la nécessité d'utiliser un produit psychotrope, qu'est-ce qu'on en cherche ? On cherche à mettre un couvercle sur des problèmes que l'on ne veut plus voir. Est-ce que le fait d'avoir peur d'une sanction va empêcher qu'on ait besoin de mettre un couvercle sur ces problèmes ? En fait, la sanction, elle risque, si elle se matérialise, de s'ajouter aux problèmes qu'on a et de ne faire qu'en fait aggraver la situation de problèmes que l'on vit. Et donc, si on fait ce lien de cause à effet entre la consommation et la précarité, ce qu'il faut traiter, c'est d'abord et surtout la précarité. Et traiter la précarité, c'est aussi accepter de considérer un discours dans lequel les consommateurs sont des gens qui sont en souffrance, sont des gens qui sont malades, comme je le disais, qui peuvent être soignés à ce titre-là. Et le discours de pénalisation est plutôt un discours qui vise non pas à en faire des malades, mais à en faire des délinquants. Ce n'est pas tout à fait le même discours, on n'agit pas sur les mêmes leviers, on n'agit pas sur les mêmes messages, et ça induit des politiques publiques qui sont différentes. Donc, voilà, je connais moins bien que Benjamin les études internationales et les effets de ces leviers de pénalisation et de dépénalisation, mais simplement dans le discours, quelle est la cause qu'on cherche à atteindre et quel est le message qu'on cherche à diffuser, ces deux branches qui ne sont pas les mêmes.
inclusive, quoi. C'était la question que je posais. Est-ce que vous amplifiez une campagne de médiatisation, de prévention, en disant le produit est interdit? C'est là où je ne comprends pas bien votre raisonnement. Je suis d'accord avec vous que la prohibition a des effets sur certaines personnes. Mais sur certaines autres personnes, notamment les personnes que j'accompagne, ça n'a aucun effet. Ils passent leur journée à consommer des produits psychoactifs, donc la pénalisation de la consommation de drogue contribue plus à leurs problèmes qu'à les soigner. Mais je suis d'accord, il y a plusieurs personnes qui arrêtent le tabac dans les lieux où c'est interdit d'arrêter le tabac. Ce n'est pas le cas des personnes que j'accompagne. Karine Dany. Et c'est vraiment toute la différence qu'il faut faire entre un public de consommateurs précaires et un public de population générale. Les leviers, les messages, les politiques publiques ne sont peut-être pas toutes les mêmes. Karine Daniel. Merci. Dans vos analyses et dans ce que vous observez, est-ce que vous observez des grandes disparités territoriales ? On a entendu par exemple les maires ruraux qui nous faisaient part de nouvelles formes de consommation, liées aussi aux enjeux de précarité, ils ont été d'ailleurs les premiers à évoquer ça, en tous les cas à ma connaissance, dans nos travaux. Donc, et est-ce que vous constatez un lien avec un éventuel déficit d'accompagnement de structures de santé, de prévention, ou est-ce qu'il y a des enjeux de ce point de vue-là? Et puis, comme nous nous intéressons aux enjeux du narcotrafic, dans quelle mesure, on a l'impression que vous nous décrivez aussi un effet de spirale, dans quelle mesure, j'entends bien, la précarité peut entraîner une forme de consommation comme un refuge ou comme une solution qui n'en est pas en tous les cas, et dans quelle mesure ça entraîne de nouveau une forme de réinscription dans du trafic lui-même, parce que la consommation peut devenir aussi un élément déclencheur de participation à un trafic pour continuer à alimenter cette consommation. Vous le constatez? Comment vous gérez ça? Vous vous situez seulement sur le volet consommation-addiction, ou bien vous vous retrouvez à gérer aussi ces deux volets qui sont parfois pas si imperméables? Je commence la réponse et Léon Gombrov complétera. Sur la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire le lien entre consommation et trafic, la plupart des consommateurs, des usagers que nous accompagnons contribuent aussi d'une manière ou d'une autre à la vente. C'est-à-dire que vous allez essayer de vendre une partie du produit que vous possédez ou des médicaments qu'on vous a prescrits et à partir de ce produit-là, de pouvoir financer votre propre consommation. Et le lien, et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans mon propos, entre consommation, trafic et domination, c'est un lien qui est très lié et en fait la frontière est très floue entre les deux. Sur la première partie de votre question, sur la répartition territoriale, nous ne sommes pas présents sur l'ensemble du territoire. Nous sommes présents beaucoup en Île-de-France, dans l'Aube, en Loire-Atlantique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les échos que nous avons, c'est que notamment la présence de cocaïne, elle est extrêmement très répandue sur le territoire, rural ou pas rural, petite ou grande ville. Aujourd'hui, le crack est présent à peu près partout. La seule différence, c'est qu'à Paris, il se vend sous forme de cailloux déjà préfabriqués, alors qu'ailleurs, c'est les gens qui le fabriquent eux-mêmes. C'est la seule différence. Alors, cette différence est importante parce que les consommateurs de crack, ils savent où il peut acheter. Donc, à chaque fois qu'il se réveille, il sait où il peut y aller et acheter. Donc, il y a quelqu'un qui a les cailloux déjà faits pour lui et il va l'acheter. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui incite à la consommation compulsive. Mais les consommateurs de drogue plus insérés n'ont pas moins de problèmes parce qu'actuellement, ils consomment par les moyens des applications ou des appels téléphoniques ou des messages par Snapchat, WhatsApp, etc., avec lesquels elles se communiquent avec des plateformes. Il n'existe plus les dealers que dans le passé, les gens appelaient et c'était les dealers avec qui ils faisaient la fête. Actuellement, cette figure, il n'existe pas parce que ce dealer est déjà en prison. Il a vendu son cahier de téléphone à une plateforme et c'est la plateforme qui contacte les clients. Donc aujourd'hui, si vous voulez arrêter les drogues, et vous pouvez gommer les numéros du dealer, c'est le dealer qui va vous appeler, va vous proposer des offres. Et nous, moi, j'ai l'opportunité d'aller par des différents endroits de France
pour parler de crack et de cocaïne. Et à chaque fois, ces problèmes, on les voit partout, y compris la cocaïne basée. Dans d'autres lieux, il est basé par les usagers eux-mêmes. Mais même dans les bas-fonds de la campagne, comme vous dites, vous pouvez vous faire livrer de la cocaïne chez vous, très facilement. Monsieur Charrier. Oui, alors, bon, j'allais intervenir, mais tu viens d'évoquer un petit peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire que là, moi, je ne vais pas parler de structuration de trafic, je ne suis pas habilité à le faire et je ne connais pas suffisamment, mais je vais directement aller à l'humain de nos campagnes, où les toxiques sont arrivés partout. On a été longtemps protégés quelque peu, mais aujourd'hui, dans la plus profonde des ruralités, les produits sont là. Et ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Oui, juste pour répondre très partiellement, parce que je n'ai pas forcément toutes les données en tête, mais sur la question de la territorialité des consommations, par exemple, la consommation d'héroïne a beaucoup évolué, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on associe beaucoup à des injecteurs présents dans les grandes villes. Aujourd'hui, elle s'est plutôt déplacée en campagne. Alors, il y a toujours des villes où l'héroïne est présente, mais par exemple, à Paris, la consommation qui était celle d'héroïne avant, c'est plutôt aujourd'hui celle de Skénan, qui est un médicament détourné de son usage. Et il y a aussi souvent dans les outre-mer des particularités en termes de consommation de produits qui sont dus à leur particularités sociales, mais aussi géographiques. Enfin, on peut passer à la cocaïne en Guyane, mais à Mayotte, il y a des drogues spécifiques qui existent. Donc, voilà, Valérie Boyer. Alors, j'ai plusieurs petites questions. Est-ce que vous avez fait des études précises entre le lien entre consommation de toutes les drogues et décrochage scolaire, échec scolaire? C'est ma première question. Comment vous travaillez? Ou est-ce que vous avez travaillé avec des établissements scolaires? Je voudrais savoir si vous pensez qu'un programme de santé publique, alors je ne dis pas des injonctions de santé publique, mais un programme de santé publique qui aille de la maternelle à la terminale, par exemple, pourrait servir à quelque chose et être utile, puisque vous êtes nombreux à nous dire qu'il y a des informations sur l'alcool, il n'y en a pas sur la drogue. Et enfin, je voudrais savoir quels sont vos liens avec les parents. Parce que moi, je suis surprise de constater que quand on est parent d'ados qui consomment, on est totalement isolé. On n'en parle pas parce qu'on a honte. On ne le dit pas à l'établissement scolaire parce que même si personne l'ignore, il n'y a pas de lien, il n'y a rien, il n'y a pas de médecine scolaire, il n'y a pas d'infirmière scolaire. Donc je voulais savoir si vous pensiez qu'il serait utile qu'on arrive à remettre dans les établissements et dans le cadre d'un programme de santé publique un médecin scolaire dans chaque établissement avec un lien, y compris, moi je pense qu'il faudrait peut-être proposer que ce médecin scolaire soit payé par les collectivités territoriales, puisqu'il y a un déficit majeur, enfin plus qu'il ne l'est aujourd'hui, ou recruté, puisque vous le savez, tout ce qui est collectivités territoriales comme la MPDH, etc., ce sont des îlots sanitaires isolés et c'est un vrai problème, notamment pour la dictologie. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites comme travail avec les parents. L'autre fois, dans une audition, on a eu le témoignage, mais bon, je pense que malheureusement, compte tenu de la consommation extrêmement élevée dans notre pays, on en a tous, d'un maire qui disait qu'une maman avait seule remonté la filière qui fournissait de la drogue à son gamin, qu'elle l'avait dit à la police, et la police lui avait dit, bon, on le sait, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les gros... voilà. Donc, moi, ce travail-là m'intéresse beaucoup et je voudrais savoir ce qui se passe. Et enfin, est-ce que vous travaillez avec les associations de parents d'élèves? Messieurs.
Alors, merci pour cette question parce que ça fait lien à quelque chose que j'évoquais. Les structures qui existent pour accompagner les jeunes et les parents, théoriquement, c'est les consultations jeunes consommateurs, justement, qui ont été créées il y a 20 ans, cette année, à la base qui étaient très centrées sur la question du cannabis chez les jeunes, mais qui sont ouvertes depuis aux autres consommations, qui sont des structures voilà, où, en gros, vous pouvez aller sans rendez-vous, de manière anonyme. Un jeune peut y aller, mais aussi son entourage, ses parents, c'est fait pour ça. Le problème, c'est qu'elles sont vraiment structurellement sous-dotées. Je dis, c'est moins d'une personne à temps plein par CJC en moyenne. Donc c'est 0,9 équivalent temps plein en termes de ressources humaines par consultation jeune consommateur en moyenne. Donc c'est-à-dire qu'il y en a où c'est même moins, c'est juste quelqu'un à mi-temps qui s'occupe de ça dans un bureau. Donc c'est vraiment des très faibles moyens. Ça ne permet pas de faire... En général, c'est rattaché à Dexapa. À Dexapa, des centres addictos. Donc il y a vraiment ce problème de... Non. Alors, il y a Dexapa qui sont hospitaliers, mais la majorité Dexapa en France, c'est du secteur médico-social, donc des associations comme Aurore, par exemple, qui gèrent... c'est l'ARS et c'est Lexapa. Alors, les CJC, c'est par appel à projet. Le gros du financement d'Exapa sur leurs autres plans, hors prévention, c'est l'ONDAM, c'est l'assurance maladie qui finance. Mais voilà, sur cet aspect-là, par exemple, c'est pas ondamisé. Donc, c'est plutôt des financements annuels ou pluriannuels. Mais, alors ça, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est des structures qui existent, qui sont faites pour ça, qui sont pensées pour ça, qui existent depuis 20 ans, mais qui sont malheureusement aujourd'hui sous-dotées et qui notamment n'ont pas les moyens de faire tout le travail d'aller vers, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles existent, mais si vous ne le savez pas, vous n'y allez pas. Et voilà, tout ce travail de communication, d'aller vers les jeunes, d'aller vers les parents, elles ont peu de moyens pour le faire. Sur la question des campagnes de santé publique, oui, vraiment, ça, et c'est quelque chose qui manque vraiment dans notre pays. Je disais tout à l'heure, il y a des programmes qui existent. Je pense à un programme que la Fédération Addiction coordonne qui s'appelle Unplug, qui se destine aux collégiens de 6e et de 5e. Alors, c'est un programme qui n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est 12 séances dans une année scolaire qui implique un enseignant et quelqu'un d'une structure d'addictologie pour faire ces séances-là tout au long de l'année. Ça veut dire que la coordination est du rectorat et de l'ARS, des structures d'addictos volontaires, des personnels dans l'établissement qui sont volontaires pour le faire, le chef d'établissement. Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, ça existe dans une demi-douzaine de régions en France. Ce n'est pas du tout généralisé. Pourtant, c'est un programme qui a été évalué et qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'on voit que les collégiens qui le suivent ont des premières consommations et ensuite des consommations qui sont bien plus faibles que ceux qui ne le suivent pas. L'idée, c'est vraiment ici d'intervenir avant que les consommations, avant que l'expérimentation elle survienne, pour, je le disais, développer ces compétences psychosociales qui vont permettre aux jeunes de prendre ses propres décisions, de ne pas subir la pression sociale. Et, voilà. Et c'est vraiment très efficace. Il y a d'autres programmes qui existent, mais voilà, ça reste du saupoudrage. Je pense à Primavera aussi, qui est un programme qui s'adresse même dès l'école primaire aux jeunes. Voilà, l'idée, c'est pas forcément de parler directement de substances, mais vraiment de développer ces compétences psychosociales. Il y a une directive ou une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui date d'un an peut-être là-dessus, cette question-là, mais il n'y a pas vraiment de moyens. Donc aujourd'hui, ça reste vraiment très parcellaire. Mais ça marche. Moi, j'ai des questions de nature un peu différente. Un des sujets centraux de notre mission, ou sa base, son fondement, c'est qu'il y a une prohibition légale et une tolérance morale. On nous a parlé dans l'audition précédente d'absence de sentiment de transgression quand on consomme un produit qui est pourtant illégal. J'ai deux questions. En économie, il y a un taux de chômage résiduel, quand on est vraiment arrivé au bout de la machine économique. Est-ce qu'il y a dans les sociétés humaines un taux de consommation résiduel? Et question corollaire, est-ce qu'il y a une consommation heureuse dont l'innocuité est avérée, ou est-ce que la consommation elle est dangereuse a priori? Parce que du coup, point qui s'appuie sur le point précédent, la consommation elle est aussi d'une certaine manière encouragée socialement, parce qu'on a le sentiment que finalement c'est pas grave.
La consommation de drogue et l'accompagne des produits psychoactifs. Elle accompagne presque plusieurs types de relations interhumaines. Et par exemple, si vous sortez d'ici et l'afterwork, c'est toujours avec une bière. Le démarrage du travail, c'est toujours avec du café ou de la cigarette. Donc les drogues sont très, très, très fréquentes, très tolérées. Les produits psychoactifs légaux et illégaux font partie de la vie humaine. Les addictions, c'est un peu plus complexe. Les addictions, ça implique les traumas, ça implique d'autres types de choses. Après, est-ce qu'il y a une tolérance? Moi, je ne pense pas. Au contraire, il y a une stigmatisation très forte des consommateurs de drogue. Moi je ne vois pas au moins qu'on dit cette tolérance dont vous parlez. Les consommateurs de drogue heureux, et c'est qu'on a un problème avec la OFDT. C'est que vous voyez la OFDT, vous voyez les études. Observatoire français des drogues et toxicomanie. Excusez-moi. Oui, par exemple, l'enquête Escapade et Tendance, là, Benjamin a tous les copies de tous les textes, derniers textes. Et il ne touche pas la population générale. On ne parle pas de la population générale. On ne parle pas de la consommation au milieu du travail. Donc ça, je pense que c'est des lacunes dans la recherche qui nous permettront de démontrer que la consommation de drogue est beaucoup plus fréquente que ce qu'on ne croit. Les gens, moi je ne fais pas ça, mais les gens à Paris qui vont dans des soirées, et souvent ils rencontrent des gens qui consomment de la cocaïne. La cocaïne est presque dans toutes les soirées parisiennes. Il y a toujours quelques personnes qui vont aux toilettes et qui vont aller consommer et ils vont sortir. C'est extrêmement fréquent. Et les problèmes, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est comme ça. Donc cette consommation un peu heureuse a l'air d'exister. En tout cas, la consommation de personnes insérées existe. Et il y a des gens qui consomment aussi pour s'insérer. Et c'est le cas d'un certain nombre de métiers. On pourrait parler plus longuement. Juste simplement pour compléter quelques faits, quand vous nous demandez si, à l'image du taux de chômage, il existe une consommation résiduelle, la question qui est derrière, c'est existe-t-il une forme de souffrance résiduelle? C'est elle qui induit la consommation. Et c'est ça qu'il faut essayer de chercher dans les tréfonds d'une société, dans ce qu'elle peut générer. Alors du coup, je reformule. Est-ce qu'il existe une consommation sans souffrance? Alors, Léon on a parlé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir certains milieux dans lesquels il y a une consommation de substances qui sont illégales, mais qui sont habituelles dans certains milieux. Après, il faut quand même se méfier de ce qu'il peut y avoir derrière. Nous voyons dans nos communautés thérapeutiques, je parlais aussi du programme à Bussy-le-Long de méthode Minnesota, qui vont arriver pas que des personnes précaires, à la différence de la très forte majorité des services que nous gérons. Et en tout cas, le public est plus large. Il y a par exemple un public d'artistes où la consommation de cocaïne va être très, très présent. Mais quand on creuse, il y a aussi des souffrances qui sont derrière et dans les parcours. Il y a aussi de plus en plus, depuis quelques années, la présence du chemsex qui arrive dans nos services et notamment dans nos communautés thérapeutiques, à tel point que ça arrive à représenter jusqu'à 20% des personnes que nous admettons dans nos communautés thérapeutiques, donc des gens qui font œuvre d'abstinence sur les produits, mais qui avaient cette pratique du chemsex, qui au début est une pratique festive, mais qui à la fin fait qu'on ne peut plus avoir de relations sexuelles en l'absence de prise de psychotropes importantes. Et donc, depuis la consommation heureuse jusqu'à la consommation pathologique, le chemin entre les deux et le curseur sur lequel on se situe est difficile et la zone est floue. Avant de donner la parole à M. Charrier, juste pour insister sur un certain nombre de termes qui sont utilisés quand on parle de consommation festive ou récréative, c'est pas péjoratif du tout. C'est une connotation positive. Récréatif, ça donne le sentiment qu'il y a presque un encouragement à consommer d'une certaine manière. Donc c'est aussi un problème par rapport à ce que vous dites de la souffrance en face. C'est une description, c'est pas un encouragement à consommer. On décrit une situation. Oui, bien sûr. Monsieur Charrier. Bon, toujours de la même façon, je me positionne sur le bénévole d'accompagnement que nous sommes. Pour les consommations, il y a... au début, c'est toujours une phase que je vais appeler pudiquement ludique. Voilà, le plaisir, les choses, non, la vie.
Malheureusement, pour 10% d'entre nous, ça devient une consommation, je vais être peut-être un petit peu, une consommation guillotine. Hein. On va malheureusement vers la déchéance. La souffrance. Je n'ai, depuis plus de 45 ans maintenant, je n'ai encore jamais rencontré un addicté heureux. Jamais. Lorsqu'on franchit le Rubicon de l'addiction, les personnes sont en souffrance. Alors il y a l'apparence et il y a la réalité. Il y a ce qu'on peut appeler la frime et le réel. L'apparence peut être trompeuse, mais lorsque vous entrez en discussion avec eux, lorsque vous allez plus profondément, lorsque vous les écoutez, eh bien, il y a une grande souffrance, voire de la détresse. Je le répète, je schématise. Hein, jamais en 45 ans, je n'ai rencontré un addicté heureux. Pour moi ici, j'ose vous dire que ça n'existe pas. Si je veux juste apporter une précision là-dessus, je pense que c'est important de faire la différence entre l'addiction et la consommation là-dessus, justement. Nicole Maestracci, quand elle était présidente de la MILT, qui est aujourd'hui la MILT-DK, a dit qu'il n'y a pas de société sans drogue. Et je pense que c'est une réalité des sociétés humaines. La consommation de substances psychoactives est quasiment universelle. Universelle, ça veut pas dire que tout le monde en prend, quoique. Après, quand on prend l'alcool, ça fait quand même pas mal de monde, mais ça existe. Et dans cette consommation-là, oui, il y a des gens qui n'ont jamais de problème. Voilà, parce que la consommation est occasionnelle, parce que c'est juste une expérimentation. Et ça, voilà, c'est une réalité. C'est vrai, tout le monde le comprend très bien pour l'alcool. C'est pas parce que vous buvez un verre de temps en temps que vous avez une addiction. C'est pareil pour les autres substances. Alors, par contre, il n'y a pas de consommation sans risque. C'est là la nuance, c'est-à-dire que dans les risques de la consommation, il y a l'addiction, mais il y en a tout un tas, selon le mode de consommation que vous avez, selon la substance que vous prenez, selon la situation dans laquelle vous êtes. Ça va, voilà, si c'est de la drogue par injection, ça peut être des infections, un abcès, quelque chose que ce soit. Si c'est n'importe quelle substance et que vous prenez la route, ça peut être un accident de voiture. Voilà, il n'y a pas de consommation sans risque. Donc voilà, c'est important d'avoir cette nuance entre l'addiction, le risque. Mais voilà, après, est-ce qu'il y a des consommations sans souffrance ? Je ne sais pas, mais là, on a souvent 10%. Voilà, moi j'ai entendu plutôt 80-20, c'est-à-dire qu'en gros, 80% des gens qui consomment des substances psychoactives n'auront pas spécialement de problème. Il reste toujours 20% qui en auront. Et c'est là où, effectivement, il faut des dispositifs de soins. Voilà. Ce qui n'empêche qu'il faut quand même travailler sur ces consommations-là, même si elles n'entraînent pas forcément des addictions. On sait par exemple que plus les consommations interviennent tôt, plus dans la vie d'une personne, plus il y a un risque de développer des addictions. Donc c'est là que c'est important d'avoir de la prévention. C'est là aussi, on parlait tout à l'heure d'interdiction, etc. Nous, on défend vraiment une idée de régulation pour toutes les substances, l'alcool, mais voilà, ou le cannabis, etc. On pense que les interdits protecteurs, notamment pour les jeunes, c'est quelque chose qui existe, qui devrait exister. On peut parler de l'application, de l'interdiction de la vente du tabac ou de l'alcool aux mineurs, qui aujourd'hui n'est pas assez appliquée, par exemple, dans notre pays. Donc voilà. Mais voilà, l'idée, c'est de faire aussi la distinction entre la consommation et l'addiction, tout en gardant en tête qu'effectivement, il n'y a pas de consommation sans risque, par contre. Et votre 80-20, ça ne doit pas valoir pour toutes les substances. Non, après, c'est vraiment un chiffre général. Mais par contre, ce qui est important, c'est que c'est vrai, y compris pour les drogues qu'on dit dures, c'est-à-dire que même l'héroïne, même la cocaïne, c'est pas parce que vous en prenez que vous allez nécessairement développer des problèmes. Même la majorité des consommateurs vont avoir une consommation qui va être occasionnelle, régulée, où il y aura pas forcément de soucis, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Mais c'est pas la même chose que de dire c'est parce que vous consommez que vous avez une addiction. Ça, voilà. On a tendance à dire qu'une addiction, c'est la rencontre entre une personne, un contexte et une substance. Donc la substance, elle compte, mais ça aussi veut dire qu'une personne, dans un moment de sa vie, elle va consommer, il ne va pas avoir de problème. Et à un autre moment de sa vie, elle va consommer, et parce que ça va mal dans sa vie, et comme ça t'est dit, ça va basculer dans l'addiction. Voilà, c'est vraiment prendre les choses dans leur, ce qu'on appelle une approche biopsychosociale, c'est-à-dire vraiment toutes les dimensions de la personne qui comptent dans ce qui va arriver. On voit surgir aujourd'hui sur le marché des produits et du narcotrafic des drogues de synthèse et puis des produits pharmaceutiques qui sont en fait transformés, qui sont largement diffusés. Ils sont vendus en pharmacie,
peuvent pas se débrouiller avec des ordonnances. Enfin, actuellement, on en parle beaucoup. Donc, j'aimerais vous entendre sur ces sujets-là, notamment sur le fentanyl. Et la question corollaire, c'est qu'a priori, ces drogues de synthèse ou ces produits pharmaceutiques pourraient entraîner une baisse des coûts des produits narcotiques. Et avec cette baisse de coûts, mécaniquement, provoquer une augmentation considérable de la consommation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y a, je pense, beaucoup de vrai là-dessus. J'ai la tendance à penser que le futur des drogues, c'est celle-là. Hein. Si vous voyez les fentanyl à 40 000 plus de puissance que l'héroïne, donc il y a aussi une répression très grande de la héroïne à Afghanistan, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'héroïne dans le monde, on trouve moins d'héroïne, donc l'héroïne est davantage coupée avec d'autres médicaments. Et comme vous savez, pour transporter des produits illicites, le plus fort, le mieux. Donc c'était une des difficultés, c'est une règle d'heure de la prohibition. Quand on a interdit la bière, on a développé des spirits plus forts, donc qui sont plus dangereux. Et le fentanyl, évidemment, c'est plus dangereux. En France, nous, au moins dans nos services, et ce que me racontent les collègues ailleurs, on ne trouve pas beaucoup de fentanyl, pour l'instant. Mais on a l'impression que quand l'héroïne diminue, il est davantage coupé. Nous avons trouvé, comme vient de le dire mon DG, on a trouvé des personnes avec des cannabinoïdes de synthèse qui étaient dans l'héroïne. Donc après, pour la cocaïne, il y a d'autres types de substituts synthétiques ou qui sont au moins vendus comme, de cette façon. Donc c'est les catinones, et notamment il y a un qui est très semblable aux effets de la cocaïne, qui est la 3-MMC, mais son potentiel il est beaucoup plus addictif que la cocaïne elle-même. Donc c'est ça aussi un des dangers de ces produits, c'est que pas tous les produits ont le même danger. Donc si vous consommez j'ai une patiente qui consomme, selon elle, je ne sais pas si ça le sert à quelque chose, mais elle me dit qu'elle consomme de la cocaïne pour arrêter la 3-MMC. Hein, vous voyez, donc il y a des effets de ce type. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je peux dire des produits de synthèse. Après, pour les produits pharmaceutiques, oui, en France, on a beaucoup de produits pharmaceutiques dans les marchés noirs. Donc notamment la prégabaline, les rivotril et beaucoup les opioïdes comme les Skenon et les traitements de substitution. Moi, je travaille à Varvès. Donc, si vous allez à Varvès, c'est une pharmacie à ciel ouvert. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. La majeure partie des consommateurs d'opiacés que je reçois ne consomment pas de l'héroïne, ils consomment des antidouleurs, donc des sulfates de morphine achetés dans les marchés noirs. Alors, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? En tout cas, c'est mieux un produit pharmaceutique que de l'héroïne frelatée où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pareil, en complément de ce qu'il vient d'être dit, je veux juste dire quand même qu'on a en France un réseau d'addictovigilance qui surveille ces questions-là, à la fois donc, en analysant des produits, et aussi on a un réseau d'analyse de drogue qui est conçu comme un service de réduction des risques, où en fait des personnes qui consomment des substances peuvent l'amener à une association qui va analyser le produit, leur faire un retour sur la composition, notamment s'il y a des choses dangereuses dedans. Mais voilà, c'est quand même un aspect intéressant. On parlait tout à l'heure des cas d'overdose avec des cannabinoïdes de synthèse. Sur ce cas-là, le réseau d'addictovigilance a très bien fonctionné. On a pu en quelques jours savoir où était le problème, alerter, les structures ont pu alerter leurs usagers sur la présence de ces substances dangereuses. Donc voilà, on sait que sur le fentanyl, on parle beaucoup des États-Unis. On a en France quand même quelques garde-fous, même s'il faut rester vigilant. Dans le cas des cannabinoïdes de synthèse, même la police a été alertée, et je pense que les personnes qui vendaient les cannabinoïdes de synthèse ont été arrêtées. Puis une dernière question. Aujourd'hui, il y a des programmes de recherche qui sont très importants dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de la chimie, sur des molécules qui constituent des traitements de substitution.
Et vous avez aujourd'hui quelques espoirs dans ce domaine-là. Est-ce que la science, demain, peut soigner chimiquement un certain nombre de maladies qui provoquent cette dépendance? Est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que vous, puis peut-être une question complémentaire, est-ce que vous y êtes associé plus ou moins? Nous, on travaille souvent avec l'équipe de recherche de l'hôpital Fernand Vidal, où on a participé à plusieurs études de différentes molécules. Aucune molécule ne marche dans la littérature internationale. Depuis 10 ans, il n'y a pas de vrai succès avec des patients difficiles. Avec des patients moins difficiles, qui sont très volontaires, je peux vous dire que presque tout marche. Nous, on essaye plusieurs types de traitements. Ce qui marche, c'est que à quoi la littérature internationale il est d'accord, c'est que les traitements qui marchent les plus, c'est quelque chose qui s'appelle management de contingence couplé à l'accompagnement communautaire comme celle que fait Messieurs. Alors, cette histoire de management de contingence a apparu dans les recommandations HAS de 2010, un rapport au traitement de la cocaïne. Il n'a jamais été implémenté en France. Je ne peux pas m'empêcher une remarque sur la question sur la recherche qui... vous nous posez la question, est-ce qu'on y croit? Bon, ce n'est pas notre métier, donc c'est difficile d'y répondre. En tout cas, on concourt à tous les travaux qui peuvent y contribuer et on s'y engage évidemment. Bon, on a bon espoir. À un moment, on a quand même réussi à faire des percées médicales dans bien des domaines, donc on garde quand même de l'espoir. C'est aussi ce qui nous fait tenir. Mais il y a des travaux de recherche qui existent sur tout un tas de méthodes de prise en charge et ces travaux de recherche sont dénigrés ou pas écoutés. Et donc, si la recherche se fait, c'est important aussi de la prendre en compte. Je pense aux salles de consommation et à bien d'autres travaux qui peuvent exister sur ce qui se passe dans le monde. Voilà, la recherche, c'est aussi quelque chose de global qui doit servir les politiques publiques. Bien évidemment, je ne vais pas contredire ce qui a été dit et surtout pas contredire la recherche qui a le mérite d'exister et il faut espérer. Maintenant, alors vu de ma petite fenêtre, l'addiction, pour moi, c'est une maladie de la communication. Et l'aide qu'on peut apporter aussi également en parallèle à tout ça, eh bien, c'est d'accompagner les gens, de les écouter et un travail social, quoi, un travail humain. Je pense que... Merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions, vos apports et vos réflexions qui vont nourrir notre travail. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Votre commission se déplace-t-elle sur le terrain et le cas échéant, elle est la bienvenue pour venir... Malheureusement, on est un peu court. Alors on s'était plaint et on allait au SAPA de Lyon. Très bien. On s'est arrêté à Lyon. Et on nous a remis des documents intéressants. Oui, c'était intéressant. Ça corrobore ce que vous dites. On avait vu qu'il y avait une stratégie nationale de ces différentes institutions, de ces différentes structures, et vous êtes sur la même longueur d'onde. Sauf qu'à Lyon, il y a eu une observation sur la recherche, peut-être parce que Lyon est une ville reconnue sur la médecine, il y a eu une observation sur la recherche qui portait un peu plus d'espérance que ce que vous nous avez dit ce soir. Sait-on jamais?